Bonjour et bienvenue sur le podcast En quelques mots qui fait témoigner les patients autrement. Ici, on plonge dans les récits authentiques de ceux qui font face à des parcours médicaux complexes. Pour nous sensibiliser, découvrons des histoires de courage, d'apprentissage et d'espoir. Ce podcast met des mots sur les mots afin de transmettre les étapes de prise en charge, de difficultés mais aussi de guérison, d'espoir et d'humanité. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane pour un nouveau podcast. Il vient nous parler de son parcours, atteint d'une pancréatite chronique calcifiante, une maladie inflammatoire chronique provoquant la destruction progressive du pancréas. Bonjour Stéphane. Bonjour Amélie. Stéphane, je vous laisse vous présenter en quelques mots pour les auditeurs. Donc Stéphane, jeune retraité, s'il en est, 64 ans. J'ai mis terme à ma carrière un peu plus brutalement que je ne m'y attendais du fait de la maladie, et j'ai pu bénéficier, d'une certaine manière, avec l'aide de la médecine du travail et de mon médecin, d'un départ anticipé en retraite. Donc voilà, je peux maintenant plus me consacrer à moi-même et à cette maladie, puisqu'effectivement c'est assez invalidant. Et donc, comment me présenter? Eh bien, j'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années. En fin de carrière, j'ai été commercial dans le funéraire. Et puis, je promenais des douleurs depuis quelques années. Mon médecin généraliste y prêtait attention, mais ça ne progressait pas trop dans la découverte de ce qui m'attendait. Et c'est mon infectiologue, puisque je suis porteur VIH par ailleurs, c'est mon infectiologue qui a vu un petit peu venir le souci, étant gros fumeur, ayant consommé de l'alcool sans excès, mais suffisamment pour que le pancréas, enfin mon pancréas, puisse y être sensible. Et donc cet infectiologue m'a fait faire des examens, scanner, IRM, etc. Et puis on a découvert une lésion au pancréas sous la forme d'une grosseur, d'une calcification. Alors au départ, il a été question de cancer du pancréas. L'infectiologue a très vite posé le mot, donc panique forcément, puisque le cancer du pancréas est assez foudroyant. Et puis au fur et à mesure des examens, on est arrivé à écarter cette perspective et à en rester à une grosseur placée sur le pancréas, qui fait qu'effectivement le diagnostic est posé, pancréatite chronique calcifiante. D'accord. Et Stéphane, merci d'avoir fait un peu la synthèse de ce parcours, de votre parcours. Je vous laisse du coup nous dire pourquoi est-ce que vous avez accepté aujourd'hui de témoigner pour les gens qui nous écoutent et de partager votre parcours. Alors, il y a un peu plus d'un an, c'était en novembre l'an dernier, donc lorsqu'on a envisagé ces perspectives de cancer, lorsqu'on était dans cette phase de recherche de ce qui m'arrivait, j'étais complètement catastrophé, je partais un peu dans tous les sens, et mes dérives, mes parcours sur Internet ont fait que j'ai découvert Deuxième Avis. Et puis, je me suis lancé dans le processus pour essayer d'avoir un conseil, un avis. Et puis, j'ai pu accéder à un professeur Lévy, donc une référence en matière de pancréas, qui, lui, au vu de tous les documents que j'ai pu lui envoyer, m'a quelque part accompagné, rassuré d'une certaine manière. Bilan également aussi de cet entretien, de ce suivi du professeur Lévy, c'est arrêter le tabac, arrêter l'alcool, c'est vraiment l'urgence, c'est déterminant. Si vous continuez à fumer, si vous ne prenez ne serait-ce qu'un apéritif ou deux la semaine, vous allez continuer d'abîmer votre pancréas et c'est grave. Donc voilà, pour moi, la priorité a été arrêter le tabac, arrêter l'alcool définitivement, complètement, pour essayer de limiter la casse au niveau du pancréas, puisque les soucis sont là, problèmes de digestion, enfin tout ce qui peut être lié à une pancréatite. Oui, et d'ailleurs, c'est important, et je pense que ça, on pourra en parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, de l'hygiène de vie tout au long de la vie, pour éviter certaines maladies chroniques, comme la pancréatite. Et je voulais rebondir sur votre fin de carrière et lorsque on vous a appris cette pancréatite. Vous travaillez déjà? J'étais encore en activité.
J'avais bon, parfois des nuits difficiles puisque j'avais des crises de douleur de pancréas, des problèmes de digestion. L'infectiologue m'a également vu maigrir. J'avais perdu pas loin de 8-10% de mon poids. Donc, autant de signaux forts pour elle Oui. et puis pour moi. Donc, effectivement, la maladie s'installait, enfin, était déjà présente depuis quelques années certainement, mais commençait à être invalidante pour moi, oui. Et, et qu'est-ce qui vous a donné ce déclic d'aller la voir pour lui dire que vous rendiez compte que votre état de santé se dégradait parce que vous aviez déjà une infectiologue qui vous suivait du coup pour le VIH, c'est cela? C'est ça, oui. Donc, en fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, je vois 2 fois par an l'infectiologue qui fait un bilan, charge virale, qui fait le D'accord. suivi de triglycérides, cholestérol, parce que bon, c'est un peu ce problème-là, c'est que j'avais des montées de triglycérides, de cholestérol, et donc c'était en lien avec ce problème de pancréas. J'ai même eu un épisode, sans doute, un ou deux épisodes de pancréatite aiguë sans le savoir, avec une hospitalisation à l'époque. Donc, c'est D'accord. dans le cadre de ce suivi VIH que l'infectiologue qui était vigilante, qui a été très vigilante, a vu venir ce souci. Mon C'était généraliste, lui, ne une, le voyait pas venir. c'était une chance pour vous d'être suivi de manière régulière dans l'année pour détecter cette pancréatite. Mais si vous deviez euh, prévenir nos auditeurs, quels seraient les symptômes qui étaient typiques en fait de cette crise de pancréatite? La perte de poids, le fait aussi qu'il y avait une fatigue un peu générale, et puis des gros problèmes de digestion, des phases de constipation, de diarrhée, de flatulence, de gaz, de gêne digestif qui était quasi permanente. Et puis toutes les 4 à 5 semaines, une crise aiguë, des nuits blanches, hein, effectivement, à être réveillé par la douleur et à être plié par cette douleur qui prend tout l'abdomen, enfin l'abdomen et puis l'épigastre, enfin qui est vraiment une douleur pénible avec ce point fixe dans le dos côté gauche. Hein, ça, c'est également un signal fort. Une douleur côté gauche dans le dos, l'amaigrissement et puis de ces problèmes de digestion, c'est assez significatif. Je le vois maintenant rétrospectivement, mais c'était quand même des symptômes importants. Ouais. Et vous avez pu aller voir ensuite un gastro-entérologue? Alors effectivement, bah, toujours cette infectiologue hospitalière m'a tout de suite orienté vers un gastro-entérologue, m'a tout de suite orienté vers l'imagerie, IRM, scanner. J'ai eu 2 interventions avec biopsie sous anesthésie pour effectivement affiner l'imagerie et le diagnostic. Et ça n'a pas été trop compliqué au niveau de votre travail de Alors là, à devoir… l'époque, j'étais déjà en arrêt et je mettais en place ma fin de carrière puisque je suis parti d'une manière anticipée avec inaptitude au travail. Et comme j'étais avant l'âge de 62 ans, j'ai pu bénéficier, dans le cadre de la réglementation, enfin, je ne vais pas dire que c'est un avantage, mais quand même de ce confort de mettre un terme à ma carrière à taux plein, enfin, sans perdre. Hein, j'aurais dû normalement travailler jusqu'à l'âge de 67 ans, ayant commencé tard. Oui. Et là, j'ai pu partir à 62 ans. Oui. Vous avez eu du repos anticipé. Voilà, oui. Et lorsque vous avez eu du coup votre diagnostic, quel a été le traitement proposé par votre gastro-entérologue? Ça a été le créon, des substituts enzymatiques. Enfin, le créon, ce sont des enzymes qui font le travail à la place du pancréas, qui facilitent la digestion. L'hygiène de vie, donc arrêt du tabac, de l'alcool. Et puis quelque chose que je n'arrive pas encore à faire, c'est la réorganisation complète de l'alimentation, puisque je suis censé prendre des collations, donc avoir 5 prises légères alimentaires par jour, ce que j'ai Oui. du mal à faire, puisque effectivement, avec mon sevrage tabac, j'ai un espèce de report, de dérèglement du comportement alimentaire et j'ai encore beaucoup de mal à m'astreindre à ces prises de collation, de prises légères de repas.
j'ai encore le besoin parfois de mal manger, de me reporter un peu dans la nourriture grasse, sucrée. Enfin bon, je ne réussis pas encore à me discipliner sur le point alimentaire. Oui, parce que là, vous êtes en sevrage tabagique et vous avez arrêté de fumer depuis combien de temps? Alors pareil, ça a été un peu le déclic, le professeur Lévy d'une part, les médecins, bon, et puis donc j'ai eu accès à une addictologue hospitalière également qui m'a très, très bien D'accord. accompagné, qui est épatante. Tout de suite, ça a été les substituts nicotiniques, patchs et autres pastilles. Alors quand je suis allé la voir, cette addictologue, la première rencontre, je suis arrivé dans son cabinet, je lui ai dit: «Bah, voilà, il faudrait que j'arrête de fumer, c'est vital, mais j'en suis totalement incapable et j'ai pas du tout l'intention de le enfin, j'ai pas du tout envie de le faire, je suis pas du tout motivé pour le faire». Et là, l'infectiologue m'a tout de suite dit: «Écoutez, c'est pas un problème, collez les patchs et puis vous verrez». Et effectivement, elle m'a surdosé en nicotine. Je continuais de fumer malgré les 21 milligrammes de nicotine en Mmh. patch. Elle me disait que c'était pas un problème et puis progressivement, de soi-même, la chimie du corps et de la nicotine a fait que j'ai réduit, puis je me suis pris au jeu. Je suis passé de 40, 40 à 50 cigarettes par jour en me fixant des objectifs, des paliers 20, puis 10 cigarettes, puis 3 cigarettes. J'ai trouvé des petites astuces, j'écrivais au feutre sur les cigarettes des numéros pour, les fumer dans l'ordre, me restreindre. Enfin, je me suis piqué au jeu, mais un peu sous la forme du jeu, oui. Et de fil en aiguille, le 1er mai 2023, pardon, Ouais. j'ai décidé d'arrêter et depuis, j'ai pas revu une cigarette. Ça va faire maintenant presque 7-8 mois, oui. Bravo! Oui, alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu j'arrête pas de plaider en ce sens. Le tabac, j'ai fumé plus de 30 années, 30 à 40 ans Oui. environ, sans jamais, arrêter pour ainsi dire. Je me suis ruiné la santé, je me suis ruiné le porte-monnaie. J'ai calculé que, 40 ans de tabagie, c'est le prix d'une maison, hein, ou d'un appartement. Ah oui, autant. J'ai vu à quel point c'était absurde de fumer, puisque c'est la santé et l'argent. Mais bon, étant dans l'addiction, je ne voyais pas le problème. Maintenant que je suis quasiment, enfin, on ne sort jamais complètement d'une addiction, mais j'ai le sentiment d'être sorti de cette addiction. Je trouve complètement aberrant que j'ai pu faire ça pendant 40 ans. Je suis surpris, je suis complètement en colère contre moi-même, puisque 40 années durant, j'ai mis en péril ma santé, j'ai perdu mes gencives, mes dents, les artères sont pas en bon état, le score calcique est mauvais, le pancréas est dans l'état où il est. Le tabac y est pour beaucoup, beaucoup, oui. Et maintenant que vous avez arrêté de fumer, alors vous vous sentez comment? Fier quelque part d'avoir d'avoir vaincu ce besoin que j'avais de fumer. Content aussi parce que bah, je me gâte, les restaurants, les sorties. Je regarde moins certaines dépenses que je pouvais plus faire, puisque le tabac était mon premier poste budgétaire, pour ainsi dire. Je dépensais plus d'argent dans le tabac que dans l'appartement que je loue. C'est bon, surprenant. Ça représentait un tiers de mes revenus partait en fumée. Alors du coup, vous avez pu mettre en place peut-être des habitudes différentes? Pour enlever cette habitude de la cigarette, qui est quand même une grosse habitude, parce que c'est quoi? Quand on est fumeur avec, 3 paquets de cigarettes, c'est une cigarette tous les une demi-heure, 1 heure? Et même parfois 2 cigarettes allumées en même temps. Vous savez comment ça peut se faire, hein? On est devant un PC, on a une cigarette allumée, puis on en rallume une, puis on n'avait pas éteint l'autre, et puis le cendrier se remplit, les murs se jaunissent. C'est complètement aberrant comme attitude. Je vous dis, j'ai été fumeur pendant 30, presque 40 ans, et regarder ça derrière, c'est bon. Puis le sentiment d'être sorti d'une vie, puisque ma vie était vraiment réglée sur le tabac, pour ainsi dire. Et quand est-ce que je vais pouvoir m'échapper, aller fumer une cigarette? Est-ce qu'il va m'en rester assez? Les cigarettes, je les achetais par cartouche. J'achetais 2 à 3 cartouches. Je ne les achetais plus à l'unité, mais j'achetais par 2 ou 3 cartouches. Oui. Et voilà, donc la santé et l'argent s'en allaient.
Et dans votre quotidien, vous avez mis en place, alors au-delà forcément de ce que vous nous disiez, des restaurants, se faire plaisir, parce que maintenant on a un budget qui se libère, hein, en Mais quelque bien sorte. sûr. Au quotidien, je sais pas, boire quelque chose de chaud, quelque chose, enfin la petite habitude Ben, de plaisir. j'ai encore les patchs, puisque même après un an, hein, j'ai encore 21 milligrammes que je reçois. J'ai encore les pastilles. Donc, effectivement, les pastilles, je commençais à m'y accrocher un petit peu. Les pastilles de nicotine, j'essaie d'en prendre moins. Dans les habitudes, ben, le report sur la nourriture, c'est surtout ça un petit peu le souci. Je devrais être plus sportif, mais je ne sais pas ma nature, c'est pas ma tendance. Donc, il faut que je comble, hein, parce qu'il faut quand même combler quelque chose qui a rempli 40 ans de ma vie. Et ben, pour l'instant, c'est encore assez frais, puisque ça a un an, à peine un an. Oui, Mais quand même, ce sentiment de victoire. Oui. et vous n'avez pas pour le moment avec les patchs, parce que quand on est un gros fumeur comme vous, avec les patchs, c'est un manque. Est-ce que vous avez eu sur ces 8-9 mois de très grosses envies de fumer? Et comment est-ce que vous avez pu réagir dans ces cas-là? Alors, pas des envies de fumer, parce que je me suis mis en colère contre la cigarette, le tabac, les briquets, tout ça. Pas vraiment des envies de fumer, mais des espèces d'envies irrépressibles de quelque chose, de quelque chose. Donc, je ne sais pas comment combler la Oui. nourriture, mais un espèce de grand vide, un espèce de besoin de combler un grand vide. Oui. Et est-ce que ce grand vide, au fur et à mesure, devient moins grand? Pas encore, pas encore. Non. Il y a des fois, c'est des espèces de grands moments de vide où il faut absolument que je mange ou que je. Bon, je suis pas obèse, hein, mais bon, le report de cette addiction est sur la nourriture pour l'instant, et je sais, j'arrête pas de m'efforcer à sortir plus d'une heure par jour à marcher, mais c'est bon, j'ai du mal à mettre ça en place encore. Bah, déjà 1 heure par jour, c'est déjà bien. Ce serait pour moi qui est retraité maintenant, bon, quelque chose de faisable, de tout à fait faisable, mais bon, l'envie n'est pas là. Et puis quand vous avez été fumeur, vous avez joué avec le feu, vous avez joué avec votre destruction, et cette espèce de grand. Alors, je suis suivi en psychothérapie également, hein. J'ai mis tous les atouts de mon côté quand j'ai appris cette maladie, donc l'arrêt du tabac, le suivi en psychologie, en D'accord. psychothérapie. Il fallait absolument que j'essaie de comprendre pourquoi j'avais ce fonctionnement, ce que je n'ai pas encore trouvé, mais pourquoi j'avais cette espèce de fonctionnement d'autodestruction, puisque, bon, après 40 ans de tabagie, je peux le dire, c'est quelque part quand même chercher à jouer. Bon, il y a le côté plaisir du tabac quelque part, il y a la dépendance au tabac quelque part, mais il y a une espèce de jeu un peu malsain aussi de, de prise de risque, enfin Oui. de conduite complètement absurde, puisqu'on sait que le tabac, personne ne pourra prétendre que le tabac est bénéfique en quoi que ce soit. Bon, il permet de combler des vides, c'est une béquille, mais bon, quand on enlève une béquille, il faut la remplacer, et je n'ai pas encore vraiment trouvé le moyen de la remplacer. Mais vous essayez, au fur et à mesure de comprendre toutes ces clés et et puis d'avoir compris déjà que de fumer, même si, je pense qu'on peut peut-être le comprendre que quand on a arrêté de fumer, parce que quand on est dans une addiction, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu, comment dire, flirter avec la mort, et avec la maladie. À ce propos, je voulais, rebondir parce qu'en début d'entretien, vous nous avez dit que votre gastro-entérologue vous avait dit que la cigarette pouvait causer ou était peut-être à l'origine de cette maladie du pancréas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais bon, là, je n'aurai sans doute jamais la réponse, peu importe la réponse, mais c'est certain, puisque la science, la communauté scientifique l'établit, le tabac est impliqué directement dans les causes de la pancréatite, ainsi que l'alcool. Il y a également des causes médicamenteuses. Alors, sous trithérapie depuis presque 30 ans, c'est Oui. sûr que toutes ces molécules, bon, elles jouent leur rôle, mais chaque médicament, comme on le sait, s'il apporte dans un sens, il retire dans un autre aussi. Je pense que les médicaments
le tabac et l'alcool, cette espèce de combinaison, et puis mon organisme, ont provoqué cette pancréatite. Je ne peux pas dire c'est le tabac, je ne peux pas dire c'est l'alcool, je ne peux pas dire c'est les médicaments, mais je pense que les trois sont impliqués et le tabac occupe une bonne part. Oui. Le professeur Lévy, à cet égard, est formel. Oui. Et maintenant que vous avez arrêté l'alcool, le tabac depuis à peu près 8 mois, 8-9 mois, l'alcool pareil? Pareil, oui, oui. Alors, c'est plus invalidant l'alcool, puisque bon, l'alcool, sans jamais avoir eu une dépendance, je pense, à l'alcool, c'était l'apéritif plaisir, le verre de bon vin rouge plaisir, une terrasse de bar en été, une bière, ça se limitait un petit peu à ça. Oui, Mais bon, c'est pas la quantité de l'alcool qui fait, c'est l'organisme qui reçoit cet alcool, le mien y est sensible, et puis c'est la répétition. Donc là, effectivement, si ce n'est une coupe de champagne au Nouvel An, ou un verre de bon vin rouge avec un bon repas ou un bon foie gras ou autre, mais je bois moins de 2 portions d'alcool moins de 2 portions ça reste d'alcool par mois, oui. très exceptionnel. Oui. Et qu'en disent vos médecins? Est-ce que ils voient des améliorations dans cette inflammation du pancréas? Non, parce que bon, on sait que la destruction est irréversible, Oui, progressive et inéluctable. peut-être Euh, plus lente alors. je l'ai ralenti en arrêtant le tabac et l'alcool. Si je réussis à me discipliner sur le point alimentaire, ce sera un atout de plus, mais les dégâts sont là et ils sont là. Et il n'y aura pas de retour. Et alors du coup, pour tout ce qui est alimentaire, pour retrouver une bonne hygiène alimentaire, équilibre alimentaire, vous avez réussi à trouver quelqu'un comme une nutritionniste pour vous y aider? Alors, désertification médicale étant, dans ma région, il n'y a pas de nutritionniste Vous habitez dans quelle région? Vous pouvez dans me le la rappeler? Sarthe, Le Mans. Dans la Le Mans, Sarthe. dans la Sarthe. J'aurais accès à une diététicienne, mais pour l'instant, c'est pas encore dans mon cheminement parce que il faudra peut-être que je fasse comme avec le tabac. Même si j'étais pas motivé pour arrêter le tabac, je me suis pris au jeu et j'ai avancé là-dessus. Certainement qu'avec l'alimentaire, ça en viendra là, mais le déclic se fait pas encore. Oui. J'ai besoin de ce plaisir de se rassasier et d'aller au-delà de la faim. J'ai besoin de combler des vides, oui. Ça viendra. Et chaque chose en son temps. C'est ma priorité maintenant, marcher plus et manger mieux, mais bon, voilà. Alors, j'ai éliminé complètement de mon alimentation quand même les viandes rouges. J'ai quasiment éliminé la charcuterie, mais il m'arrive encore d'avoir des phases j'habite au Mans, c'est le pays de la rillette, d'avoir des espèces de besoins de gras absurdes. Hein. C'est comme le tabac, c'est des besoins absurdes, parce que voilà. Mais c'est la recherche de plaisir, oui, et puis cette espèce toujours de fonctionnement un peu d'autodestruction, de jeu avec le risque, qui est toujours là et qui s'est déplacé sur l'alimentaire. Oui. D'accord. Et à la maison, changement de vie, est-ce que vous avez tous ceux qui sont avec vous à la maison ont pu suivre ce changement? Ça, vous avez eu vous avez réussi à vous coordonner avec vos proches? Alors, je suis peu entouré, hein, je vis seul, mais malgré tout, je n'ai pas eu de problème d'humeur. Je m'attendais à avoir des problèmes d'humeur avec le sevrage, je n'ai pas vraiment eu ces problèmes. Alors, il faut également dire une chose, c'est que en fin de carrière, n'allant pas très bien, j'étais sous antidépresseur à un moment donné, et j'ai été également sous anxiolytique. Et quand j'ai arrêté le tabac, je me suis dit, bon, bah, quitte à se faire quitte à se faire du mal et du bien en arrêtant le tabac, je vais en même temps, avec l'avis de la psychiatre et la psychothérapeute, arrêter les anxiolytiques et progressivement, donc arrêter l'antidépresseur, pardon, et progressivement ensuite arrêter le bromazépam, l'anxiolytique. Si bien qu'aujourd'hui, bah, à part l'alimentaire, je n'ai plus de substitut nicotinique et les miens par automédication, ce comblement du vide dans le dérèglement alimentaire. D'accord. Eh bien, écoutez, Stéphane, merci en tout cas d'avoir partagé votre témoignage.
J'espère que ce témoignage apportera à tous ceux qui nous écoutent. Et est-ce que vous voulez dire le petit mot de la fin? Oui, oui, je vais revenir au tabac, hein. 40 années de tabagie, pas loin de 200 000 € partis en fumée. C'est incroyable. Les jeunes fumeurs d'aujourd'hui, les gens qui sont toujours pris dans le tabac, je ne vais pas leur faire la leçon, puisque moi, on aurait toujours pu me la faire, ça aurait servi à rien. Mais on se sent ballot 40 ans après en se disant: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes artères, de mes gencives, de mon pancréas, de mon porte-monnaie? Mais pourquoi ça?» Alors, étant pris dans le tabac, c'était, ça va pas m'arriver, il y a le plaisir, qu'est-ce que c'est bon une cigarette? Mais quand on regarde réellement et vraiment la vérité en face, c'est absurde, c'est une quête de destruction. Enfin, c'est mon cas en tout cas, et je témoigne en ce sens. Eh bien, merci beaucoup. Et eh bien, Stéphane, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Eh bien, écoutez, Et merci, et encore merci à Deuxième Avis et au professeur Lévy, parce que c'est vrai que ça a été déclencheur aussi. L'autorité d'un professeur, même si je voyais des médecins, et puis de pas mal de monde autour de moi, ça a été déterminant. Oui. et merci d'avoir témoigné. Au revoir, Merci. Stéphane. Au revoir. Merci encore Stéphane pour ce témoignage inspirant sur votre parcours qui, j'en suis sûre, permettra d'aider des patients qui se trouvent dans la même situation que vous. Et nous vous remercions pour votre sensibilisation sur les dangers du tabac. Le service deuxièmeavis.fr permet à tous en cas de maladie complexe, rare ou invalidante, d'obtenir un avis complémentaire de spécialiste en moins de 7 jours sur la base de son dossier médical complet. C'est aussi un blog, des webinaires, un podcast, des témoignages patients et une belle équipe à l'écoute pour vous accompagner dans votre demande d'avis. À bientôt!